Bonjour, bienvenue dans Lex Inside, l'émission qui donne du sens à l'actualité juridique. Du droit et rien que du droit. Au programme de ce numéro, on va parler de la nouvelle version d'Ibaro. Ce sera dans quelques instants avec Philippe Baron, président de la commission numérique du CNB. On parlera ensuite de l'utilité de la transaction en droit du travail avec Sébastien Mailloux, avocat chez Barthélémy Avocat. Et enfin, on parlera de fraude au président avec Stéphane Baïkoff, avocate associée chez Shannon Avocat. Voilà pour les titres. Lex Inside, c'est parti. Ibaro évolue, sa modernisation est une étape importante dans les échanges entre les avocats et les juridictions. On va en parler tout de suite avec mon invité, Philippe Baron, président de la commission numérique du CNB. Philippe Baron, bonjour. Bonjour. Alors avant d'entrer dans les détails techniques d'Ibaro, pouvez-vous nous représenter cet outil ? C'est une plateforme numérique sécurisée qui permet des échanges entre tous les avocats et les juridictions. Ça permet aussi aux avocats de gérer des dossiers. C'est un peu un mini-outil métier pour les avocats. Aujourd'hui, quel est le taux d'adoption de cet outil par les avocats? Est-ce qu'il est utilisé massivement par la profession? Ils ont un autre outil à leur disposition, ils ont gardé des vieilles habitudes, donc on va dire que c'est pour l'instant moitié-moitié. C'est une adoption timide. Timide. C'était lié à cette version qui était devenue peut-être obsolète et que vous avez choisi de moderniser? Oui, en fait, on sait que c'est toujours difficile la conduite du changement. Les confrères ont gardé des habitudes sur une plateforme qui est des années 2000 et ils ont continué à s'en servir. Maintenant, il faut effectivement qu'ils changent. Alors, au-delà de la modernisation, qu'est-ce qui a motivé cette refonte et ce nouvel Ibaro? En fait, c'est véritablement un problème d'ergonomie de l'outil, puis aussi de vieillissement. On ne trouvait plus de développeurs pour travailler et faire évoluer cette plateforme. C'était indispensable de passer dans des langages que des développeurs aujourd'hui connaissent. Alors, on sait que la protection des données, c'est un enjeu fondamental sur ce type d'outil. Alors, quid de la protection des données sur Ibaro? Protection optimale, bien évidemment, toutes nos données sont ici en France, sécurisées, redondées, sur plusieurs serveurs en France. Et puis surtout, les messages qui sont échangés ne peuvent l'être qu'à travers la clé que détient chaque avocat. Et cette clé, elle est une clé avec le maximum de sécurité qui puisse exister. C'est notre certificat d'authentification. C'est la clé avocat. C'est la clé avocat, tout à fait, qui sert à signer, qui sert à tout faire et à justifier qu'on est avocat. Alors un autre point important sur ce type d'outil, c'est la capacité de stockage. Qu'en est-il? Alors, pour vous dire, on était avec une capacité de stockage ridicule qui était de 200 mégaoctets. Et bien entendu, au bout de 8 jours, tous les messages avaient disparu. On a multiplié par 33, on est à 5 gigaoctets. Et puis, on évoluera. Mais c'est vraiment quelque chose qui était indispensable d'augmenter ce stockage. C'est déjà plus confortable. Oui. Et est-ce que vous avez déjà des retours d'expérience d'avocats par rapport à cet outil? Alors, oui, parce qu'on forme beaucoup les confrères et on entend vraiment maintenant le fait que les confrères se sont appropriés l'outil, que pour beaucoup, ils n'imaginent pas un instant de retourner sur l'ancien. Et je pense qu'on va vers une généralisation qui va être comprise fin novembre. Donc vous voulez dire que l'accueil est plutôt positif et il y a une bonne utilisation de la part des avocats. Tout à fait. Et est-ce qu'on peut imaginer d'autres éléments pour accompagner les avocats dans l'utilisation de cet outil, par exemple de la formation? Bien entendu, on a déjà fait pas mal de formations, on a mis en place à la disposition des confrères un e-learning, on fait des webinaires réguliers, on a fait un webinaire lundi qui était avec 1000 personnes qui y ont assisté, donc vous imaginez bien que tous les confrères s'y intéressent. Et puis on a des ambassadeurs du numérique sur toute la France à qui on a donné des kits à leur disposition pour qu'ils forment l'ensemble des confrères. Donc, et il y a combien d'ambassadeurs du numérique comme ça? 300 en France. Donc c'est un dispositif important. 80 à Paris. On compte un ambassadeur du numérique pour 300 avocats.
D'accord. Donc ça va aider justement à diffuser un peu cette nouvelle version d'Ibaro. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des perspectives à venir? On espère qu'on arrivera à développer d'autres outils avec eux. Moi, j'ai toujours la vision de pouvoir aller vers un cloud partagé entre avocats et magistrats dans lequel on irait déposer nos conclusions, nos actes, etc. pour éviter toutes les difficultés de petits messages. On est toujours à 10 mégaoctets autorisés entre les avocats et les magistrats, ce qui est quand même une misère aujourd'hui. Alors on a parlé d'interopérabilité avec les outils. Est-ce qu'il y a d'autres briques qui pourraient se greffer à Ibaro? On pense aux logiciels de gestion de cabinet, par exemple. Est-ce qu'il y a déjà des liens avec les logiciels de gestion de cabinet? C'était pour nous justement quelque chose d'indispensable avant de fermer le Ibaro 1. Le 2 juin dernier, nous avons ouvert à tous les logiciels métiers qui se sont, avec ce qu'on appelle les API, connectés à nos outils. Et donc, depuis le 2 juin, ils ne passent plus que par cette nouvelle version. Et on peut imaginer, bien sûr, une évolution avec les autres communications. Je vous disais tout à l'heure le Conseil de prud'homme, mais aussi le tribunal administratif, etc., qui pourraient passer par cette vision-là dans les API. Et les juridictions réagissent bien par rapport à cette diffusion de l'outil, la possibilité de communiquer plus largement avec les avocats, c'est bien accepté, j'imagine. Oui, on n'a vraiment aucune difficulté, notamment la messagerie pénale, ça s'est généralisé. L'avocat peut écrire à Cayenne comme il peut écrire à Pointe-à-Pitre et sans aucune difficulté. Ce n'était pas le cas avant. Donc cet outil-là est vraiment quelque chose qui permet des choses. Et sur le pénal, il y avait une forte attente. Ah, il y avait une forte demande, puisque je rappelle quand même que juste avant le Covid, on échangeait par des CD-ROM et qu'on n'avait plus vraiment les ordinateurs pour lire les CD-ROM. Mais on en était là avant mars 2020. On va conclure là-dessus. Merci Philippe Baron. Merci. Je rappelle que vous êtes président de la commission numérique du CNB. Merci bien. Tout de suite, l'émission continue. On va parler de fraude au président. On poursuit ce Lex Inside, on va parler de la transaction en droit du travail. De quoi s'agit-il? Quels sont les enjeux? On fait le point avec mon invité Sébastien Mailloux, avocat chez Barthélémy Avocat. Sébastien, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, on va commencer par une définition. Qu'est-ce que la transaction en droit du travail? Alors la transaction en droit du travail, le contrat de transaction résulte du Code civil et l'article 2044 du Code civil et la transaction de toute manière vous la trouvez possible dans toutes les matières juridiques. Alors l'objectif c'est un accord entre les parties pour mettre fin à une contestation née ou à naître via des concessions réciproques. L'objectif c'est de trouver une solution à l'amiable, hors contentieux, à un litige potentiel. Alors, en matière de droit du travail, ça peut autant être sur l'exécution qu'au moment de la rupture du contrat de travail. Et l'avantage, c'est qu'on peut faire une transaction, signer une transaction n'importe quand, même lorsque la procédure est engagée. Donc maintenant qu'on sait ce qu'est un accord transactionnel, concrètement, quelles sont les conditions de validité d'un tel accord? Alors, pour que la transaction soit valable, il faut déjà une contestation, donc il faut bien cerner la contestation en tant que telle, qui peut être future et probable éventuellement. Il faut également que chacune des parties soit d'accord pour mettre fin à cette contestation. Et surtout, il faut des concessions qu'on appelle réciproques, donc autant des concessions de la part du salarié que de la part de l'employeur, en sachant que la concession du salarié est bien souvent sa renonciation d'exercer une action judiciaire et la concession de l'employeur est le plus souvent financière. Alors on va se placer du côté de l'employeur. Quels sont les avantages pour l'employeur de transiger avec un salarié? Alors il y a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est d'éviter l'aléa judiciaire. On le sait en matière de droit du travail, le positionnement de certains conseils des prud'hommes est parfois un peu compliqué, notamment d'un point de vue juridique. Et on sait qu'il y a toujours un consensus au sein du conseil des prud'hommes qui peut être ou pas favorable à l'employeur, mais on a toujours des doutes. Donc ça évite cet aléa judiciaire. Deuxième élément,
Le temps judiciaire est long. Il peut y avoir éventuellement un appel à la suite d'une décision du Conseil des prud'hommes. Ça permet d'accélérer et de régler les choses et de régler le litige plutôt qu'attendre le temps judiciaire, que le temps judiciaire passe. Autre élément assez intéressant, c'est que, et notamment pour des salariés peut-être niveau cadre supérieur, ça permet de rester en catimini pour négocier la transaction avec quelque chose, on va dire, un peu de secret, et ça évite une éventuelle publicité auprès du public. Et dernier élément, parfois on met en œuvre des licenciements avec des motifs, on le sait, un peu justes d'un point de vue juridique. Ça évite une contestation judiciaire. Alors, est-ce que ça évite vraiment tout type de contestation par le salarié? Alors, ça dépend du type de contestation. On sait qu'en matière de problématiques de harcèlement, notamment moral ou sexuel, et surtout sexuel, les salariés quand le harcèlement est manifestement avéré, les salariés ont moins tendance à transiger, alors que les employeurs auraient plutôt tendance à vouloir transiger. Et après, il faut bien que vous compreniez que la transaction, on l'utilise dans la très très grande majorité des cas au moment de la rupture du contrat. On peut l'utiliser sur des problématiques d'exécution du contrat en cours de relation, mais on l'utilise assez rarement, du moins Le but, c'est un peu d'encadrer la rupture, c'est ça? Voilà. L'objectif, c'est de sécuriser plutôt la rupture. Pourquoi? Parce qu'on le sait, la transaction a un effet assez intéressant à la fois pour l'employeur et pour les salariés. Elle a l'autorité de la chose jugée. Donc, en signant, les parties s'accordent pour qu'aucune des deux, on va dire, porte le litige devant un juge, et surtout le salarié. Pour le salarié, c'est quoi l'intérêt au-delà de ce que vous venez d'exposer? Pour le salarié, l'avantage, là encore, c'est que il y a des aléas du judiciaire, il y a un temps judiciaire, et certains salariés ont besoin d'argent, on va dire, assez rapidement. Le temps d'attendre une condamnation par le Conseil des prud'hommes qui peut intervenir 1 an et demi, 2 ans, et s'il y a un appel derrière, vous rajoutez 2 ans et demi, voire 3 ans selon les cours d'appel, là le salarié a une indemnité transactionnelle immédiate et tout de suite de la part de l'employeur. Autre avantage, c'est que, alors hormis si ça dépasse certaines limites, c'est que cette indemnité transactionnelle n'est pas imposée. D'accord. Comment elle est calculée? Alors, l'indemnité transactionnelle, c'est une négociation. Alors, souvent, la négociation se fait entre conseil salarié avocat, salarié employeur. C'est pas obligé, mais pour un salarié, c'est quand même beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus confortable. Alors, comment on la calcule? C'est très simple. Alors, de chaque côté, on évalue nécessairement les risques, mais on a le barème Macron et on se fonde sur le barème Macron qui délimite l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Alors, comme il y a un plafond et un plancher, l'avocat salarié va avoir tendance plutôt à toucher au plafond. Nous, avocats employeurs, on est plutôt au plancher et on essaye d'arriver à quelque chose de cohérent des deux côtés. Et une fois que c'est signé, est-ce qu'on peut revenir en arrière? Est-ce que le salarié peut essayer de réclamer autre chose, une indemnité plus conséquente, ou c'est fini? Ça dépend comment la transaction est rédigée. Globalement, le salarié, par rapport à son litige, au litige qu'on a transigé, le salarié ne peut plus revenir en arrière. Alors, hormis éventuellement accord de l'employeur qui permettrait de remettre en cause la transaction, mais ça n'arrive jamais. Normalement, on encadre les effets de la transaction et normalement, ces effets de la transaction sont limités, on va dire, au litige. Mais on rédige, c'est souvent l'employeur qui rédige, l'avocat employeur, on rédige suffisamment bien les transactions pour que le salarié ne puisse plus rien demander, que ce soit au moment, du fait de la rupture ou du fait de l'exécution du contrat. Donc il faut quand même bien rédiger la transaction pour éviter d'éventuelles contestations derrière. Oui, tout à fait. Alors ça pose énormément de difficultés parce que l'un des avantages de la transaction, et notamment pour l'employeur, c'est que l'employeur ne paye pas de cotisation sociale sur l'indemnité transactionnelle. Mais encore faut-il que cette indemnité transactionnelle compense un préjudice pour le salarié lié à la rupture. C'est une vocation
indemnitaire. Donc, la Cour de cassation a également fait une proposition en disant si votre indemnité transactionnelle, par contre, est liée à l'exécution du contrat et notamment si c'est pour régler des problématiques de salaire, là, l'indemnité transactionnelle, c'est du salaire et donc on paye des cotisations en tant qu'employeur. Donc, il faut, en gros, dans l'indemnité transactionnelle, être très précis sur les montants de cette indemnité. Bien, qu'est-ce que va compenser le montant de cette indemnité-là? Est-ce que c'est une problématique d'exécution du contrat? Est-ce que c'est une problématique, on va dire, de fin de contrat? Qu'est-ce que ça compense, cette indemnité? Parce que c'est assez important, parce que derrière, l'URSSAF est très vigilante sur la rédaction de la transaction. Donc, rédiger bien strictement cette transaction de manière à sécuriser cet accord transactionnel. Voilà. Autant pour le salarié que pour l'employeur. On va conclure là-dessus. Merci Sébastien Mailloux. Je rappelle que vous êtes avocat chez Barthélémy Avocats. Merci. Tout de suite, l'émission continue. On va parler de fraude au président. La fraude au président est en recrudescence. De quoi s'agit-il? Quels sont les recours juridiques? Comment s'en prémunir? On en parle tout de suite avec mon invité Stéphane Baïkov, avocate associée chez Shannon Avocats. Stéphane Baïkov, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors on va parler ensemble de la fraude au président, mais tout d'abord un peu de contexte. Pourquoi c'est un phénomène en recrudescence actuellement? Eh bien, vous l'indiquez, effectivement, la fraude au président est en recrudescence. Pourquoi? Parce que c'est lié aux moyens technologiques et à l'évolution des techniques utilisées par les fraudeurs. Et aujourd'hui, on constate notamment le recours à l'intelligence artificielle pour créer des deepfakes vocaux, mais aussi visuels, et qui permettent de rendre redoutable ce type d'attaque. Et on constate aussi une jurisprudence assez foisonnante sur la question et l'intervention du Parlement européen qui a réglementé en la matière. Alors pour bien comprendre, qu'est-ce que la fraude au président? Alors la fraude au président, c'est une escroquerie, donc un délit pénal qui est fondé sur l'usurpation d'identité d'un dirigeant ou d'un tiers de confiance. C'est-à-dire que le fraudeur va se faire passer pour l'avocat de la société, le notaire de la société, va s'adresser à un salarié et va réclamer dans l'urgence un virement de somme d'argent qui peut être très très importante sur un compte malheureusement frauduleux. Et c'est un processus qui fait appel à de l'ingénierie sociale, mais aussi qui exploite des leviers et des biais d'autorité, auxquels on ne veut pas échapper, et des biais aussi de pression psychologique. On se sert de la position de quelqu'un pour avoir facilement un virement. Exactement, et surtout, le critère le plus souvent, c'est l'urgence. D'accord. Donc on a bien compris de quoi il s'agissait. Maintenant, quelles sont les entreprises concernées par ce type d'arnaque? Eh bien, toutes les entreprises peuvent être concernées, peuvent être la cible de ce type d'arnaque, puisque finalement, il n'y a pas de critères précis. TPE, PME, entreprises du secteur privé, entités publiques, tout le monde peut être concerné. Je dirais ceux qui sont peut-être les plus vulnérables, c'est ceux qui n'ont pas mis en place de procédures formalisées au sein des équipes comptables et financières. Alors vous dites que c'est important de mettre en place des procédures formalisées, mais concrètement, comment on fait? Comment se prémunir de ce type d'arnaque? Alors au-delà déjà de cette question des procédures, je pense qu'il y a déjà un pan de communication de l'entreprise à bien maîtriser parce que, comme je vous le disais, c'est fondé sur l'ingénierie sociale, donc une bonne connaissance de l'entreprise et notamment des mouvements qui peuvent être à l'étranger des dirigeants. Donc, bien maîtriser sa communication et peut-être attendre que le dirigeant soit rentré en France pour communiquer sur ce voyage. Ensuite, sensibilisation et formation des équipes comptables et financières. C'est indispensable pour qu'ils puissent repérer les éventuelles situations de fraude au président. Et enfin, mettre en place des procédures robustes de virement, une double authentification, la gestion des habilitations, c'est-à-dire, et les respecter évidemment, c'est-à-dire c'est le comptable qui va saisir les ordres de virement, mais c'est le président qui va les valider. Donc vraiment, c'est important d'avoir toutes ces procédures. Ce process bien établi. Exactement, rédigé et respecté. Et puis en cas de doute,
surseoir au virement et prendre attache directement avec le président et s'assurer que c'est bien lui pour faire valider, le cas échéant, le virement. Oui, puisque dans ce type d'arnaque, on joue beaucoup sur l'urgence, il faut rapidement l'argent. Et donc, parfois, c'est mieux de patienter, de s'assurer vraiment de l'identité de la personne qui demande le virement. Vérifier aussi les coordonnées bancaires. Ouais. Bien sûr. Et après, si jamais on est victime d'une arnaque, malgré tout, quels sont les recours juridiques dont disposent les entreprises? Alors aujourd'hui, j'identifie moi 3 recours. Le premier qui doit être vraiment mobilisé dans la plus grande urgence, c'est ce qu'on appelle la procédure de recall ou de retour de fonds, qui est une procédure qui permet de faire annuler un virement en joignant sa banque lorsqu'on considère qu'il y a une fraude ou une erreur. D'accord. Pas de formalisme particulier, on peut passer juste un coup de fil ou envoyer un mail à sa banque. Je privilégierais le mail en termes de preuves. Parce que ça laisse des traces. Exactement. Les bons réflexes des juristes, et pour leur demander d'intervenir auprès de la banque destinataire des fonds pour demander le rapatriement des fonds. Évidemment, il faut agir dans l'urgence pour que cette procédure puisse aboutir, parce qu'il se peut que la provision soit insuffisante sur le compte destinataire. Et le délai, vous dites qu'il faut agir dans l'urgence, mais est-ce que c'est encadré dans un délai quand même? Il n'y a pas de délai encadré par la loi, mais évidemment, le plus vite, c'est le mieux. Il y a aussi la plainte pénale qui vous permet qui sera de toute façon exigée dans toutes les situations, qui risque d'être déceptif parce que le plus souvent, on va avoir du mal à identifier l'auteur de l'escroquerie. Toutes les traces sont effacées et il est souvent difficile de remonter jusqu'à l'auteur de la fraude. Et enfin, la possibilité d'engager la responsabilité de votre établissement bancaire. De quelle manière ? Si on considère qu'il y a une anomalie apparente, c'est-à-dire que le virement qui a été réalisé était affecté d'une anomalie apparente. Donc cette preuve doit être apportée par la victime de la fraude. On ne peut pas se contenter de démontrer que c'était inhabituel, que ce virement était inhabituel. Il faut vraiment démontrer que c'était flagrant et que le banquier normalement avisé aurait dû s'en apercevoir. Ça suppose de ramener un certain nombre de preuves de contexte. Par exemple, un virement qui est à l'étranger où on sait qu'il n'y a personne de la société qui se retrouve dans ce pays-là, ça peut marcher? Ça pourrait marcher, mais il faut savoir que la jurisprudence est de plus en plus sévère. On a des décisions de la Cour de cassation de juin 2025 qui serrent la vis et la preuve à rapporter par la victime de la fraude pour démontrer l'anomalie apparente est très encadré et très strict. Donc, il faut que ce soit un virement, peut-être des virements répétés sur une période pendant laquelle, en général, on ne fait pas de virement, des montants très élevés vers une société à l'étranger ou avec laquelle on n'a pas de relation d'affaires. Enfin, vraiment, là, la victime va avoir un travail de preuve, de rassembler des éléments. Faisceau d'indices, pour pouvoir démontrer l'existence de cette anomalie apparente. Alors pour terminer, pour apporter de la sécurité aux potentielles victimes, il y a de nouvelles obligations qui vont concerner les banques à partir du 9 octobre prochain. De quoi s'agit-il? Alors, vous avez raison, 9 octobre 2025, le règlement européen 2024/886 impose à tous les prestataires de services de paiement et donc les banques, dans le cadre d'un virement, de proposer un dispositif de vérification du bénéficiaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez initier un virement, votre banque doit vous proposer ce service qui est gratuit et elle va interroger directement et en temps réel la banque du destinataire des fonds. Et elle va vérifier qu'il y a bien une concordance entre l'identité du bénéficiaire que vous avez renseigné et l'IBAN dans la banque du destinataire. Parce qu'il y avait beaucoup de fraude sur ces IBAN. Exactement, falsification de RIB, d'IBAN, enfin on en a vu, même les avocats sont touchés, on a des falsifications de RIB, CARPA. Et la banque, à ce moment-là, votre banque, si la concordance est exacte, le virement passe. Si la concordance est partielle ou n'est pas existante, vous en êtes avisé et vous avez la possibilité soit d'abandonner le virement, soit de quand même faire le choix de poursuivre le virement.
Pour vous, c'est vraiment de la sécurité qui est apportée. Ça va changer beaucoup de choses pour terminer? On le souhaite. En tout cas, l'objectif du législateur, c'est vraiment d'essayer de mettre un terme à la fraude au président. Mais évidemment, les escrocs sont toujours assez malins. Et d'éviter aussi tout ce qui concerne les falsifications de RIB. Donc c'est une sécurité supplémentaire, mais il faudra de toute façon toujours être très vigilant dans le cadre des virements demandés par mail notamment. On va conclure là-dessus. Merci Stéphane Merci Baïkov. beaucoup. Je rappelle que vous êtes associé chez Shannon Avocat. C'est le moment de conclure cette émission. Merci de votre fidélité. À très bientôt sur Be Smart for Change.